Donc, comme objectif, nous nous sommes fixés de définir les tumeurs abdominales chez l'enfant, d'identifier les principaux signes d'appel des tumeurs abdominales, de préciser la topographie en fonction des signes, de décrire la stratégie diagnostique des tumeurs abdominales. Donc, nous proposons le plan suivant, en grande généralité avec les définitions, l'intérêt et quelques rappels. En grande, le diagnostic positif avec les circonstances de diagnostic et l'examen clinique en petit 2 et en petit 3, examen complémentaire. En grand 3, nous verrons le diagnostic topographique. En grand 4, le diagnostic de retentissement. En grand 5, le diagnostic différentiel. En grand 6, le diagnostic étiologique et enfin la conclusion. Donc, en guise de définition, nous dirons que la tumeur est une prolifération anormale ou multiplication excessive de cellules conduisant à une augmentation de volume dans le tissu. Donc, on parlera de tumeur abdominale, toute tumeur développée aux dépens de la cavité abdominale ou abdominopelvienne pouvant être intrapéritonéale ou rétropéritonéale, bénigne ou maligne. Donc, il existe deux types de tumeurs. La tumeur bénigne, qui est une tumeur non cancéreuse, localisée, circonscrite, qui n'altère pas les organes de voisinage, qui se généralise jamais et ne donne jamais de métastase ni de récidive. En contrepartie, nous avons les tumeurs malignes qui sont cancéreuses, qui envahissent les organes de voisinage, qui migrent vers d'autres parties du corps, produisant ainsi des métastases avec un risque accru de récidive. Donc, l'intérêt est lié à la fréquence des tumeurs abdominales chez l'enfant. La découverte peut être fortuite devant une augmentation de volume de l'abdomen. Le diagnostic est souvent tardif, mais pouvant être facilité par l'imagerie. Le pronostic dépend de l'étiologie et de la précocité du diagnostic, et les étiologies sont dominées par les tumeurs malignes, à savoir le néphroblastome, le neuroblastome et les lymphomes. Donc, à présent, quelques rappels anatomiques. L'abdomen occupe l'étage moyen et inférieur du tronc. Donc, il est situé entre le thorax en haut, dont il est séparé par le diaphragme et le bassin en bas. Donc, l'abdomen compte, la région antérieure de l'abdomen compte 9 cadrans qui sont délimités par des lignes virtuelles. Donc, nous avons la ligne bi-sous-costale qui est horizontale, qui est tendue entre les extrémités inférieures des 10e côtes. Donc, cette ligne délimite le tiers supérieur de l'abdomen où l'on retrouve les deux hypochondres et entre les deux, nous avons la région épigastrique. Nous avons également la ligne bi-sous-costale, la ligne biépineuse qui est tendue entre les deux épines iliaques supérieures, droite et gauche. Donc, la région inférieure de la ligne biépineuse est scindée en fosse iliaque droite et gauche, avec au milieu la région hypogastrique. Maintenant, entre ces deux plans horizontaux se trouvent les flancs droit et gauche, avec au milieu la région ombilicale. Donc, à chaque cadran de l'abdomen correspond des projections d'organes différents. Comme on peut le voir sur ce tableau, au niveau de l'épigaste, on retrouvera l'estomac, le pancréas, l'origine des gros vaisseaux rétropéritonéaux. Au niveau de l'hypocondre droit, on retrouvera le foie, la vésicule biliaire. Au niveau de l'hypocondre gauche, on retrouvera la rate, l'angle colique gauche. Au niveau de la zone périombilicale, le côlon transverse, les anses grêles. Au niveau du flanc droit, le côlon ascendant. Au niveau du flanc gauche, le côlon descendant et les anses grêles. Au niveau de l'hypogaste, on retrouvera le côlon sigmoïde, le rectum intrapéritonéal, la vessie et l'utérus. Au niveau de la fosse iliaque droite, on retrouvera le cæcum et au niveau de la fosse iliaque gauche, le côlon sigmoïde. Donc, on peut voir ainsi sur ce schéma les deux lignes. La ligne bi-sous-costale qui est là et la ligne interépineuse. Donc, l'abdomen est également divisé en deux régions qui sont séparées par le péritoine. Donc, il s'agit de la région intrapéritonéale et rétropéritonéale. Donc, on aura des organes qui seront situés dans la région intrapéritonéale et des organes situés dans la région rétropéritonéale, comme on peut le voir sur ce schéma. Donc, délimité en vert, on retrouvera des organes rétropéritonéaux, à savoir les reins et les uretères, la veine cave inférieure, le pancréas, l'aorte abdominale, le duodénum, le sigmoïde et le rectum, ainsi que la vessie. Et délimité en bleu, on retrouvera les organes intrapéritonéaux, à savoir le foie, la vésicule biliaire, la rate, le côlon transverse,
l'intestin grêle et l'estomac. Donc, à présent, nous allons passer au diagnostic positif, les circonstances de découverte. Donc, le diagnostic, il peut être anténatal à l'aide de l'échographie obstétricale. La découverte peut être également fortuite par les parents qui, lors d'un bain ou des soins aux enfants, remarquent peut-être une masse ou bien une augmentation du volume de l'abdomen, ou bien par les chirurgiens lors d'une laparotomie pour une autre affection. On peut également découvrir les tumeurs abdominales devant une complication, à savoir une invagination intestinale aiguë, une compression ou bien une rupture de cette tumeur. Donc, l'examen clinique portera d'abord sur l'interrogatoire qui va s'intéresser au mode de début. Est-ce qu'il est brutal ou progressif? La notion de douleur abdominale dont il faudra caractériser, donner le début, l'intensité, l'évolution, les facteurs calmants ou aggravants, la durée, le siège et bien évaluer l'intensité en fonction des échelles visuelles analogiques. Donc, il faudra rechercher d'autres troubles, à savoir des troubles du transit ou de la miction. Donc, à l'inspection, on notera une augmentation du volume de l'abdomen et à la palpation, cette palpation doit être douce car il existe un risque de rupture pour certaines tumeurs telles que le néphroblastome. Donc, cette palpation précisera le siège de la tumeur, sa consistance, dure ou ferme, sa mobilité par rapport au plan superficiel et profond, sa sensibilité, ainsi que la présence ou non d'un contact lombaire. Il faudra rechercher également des signes associés, tels que l'acide, une circulation veineuse collatérale. Donc, il faudra toujours mesurer le périmètre abdominal et faire un schéma représentatif de la masse. Et de préférence, il doit être fait par la même personne, avec le même repère, avec le même centimètre souple et dans les mêmes conditions. Donc, l'examen digestif se terminera par un toucher rectal. Il faudra ensuite faire un examen complet de tous les appareils et systèmes. Donc, comme examen complémentaire, on a les examens d'orientation, comme l'imagerie médicale. Donc, on a l'ASP qui va rechercher un refoulement des clartés digestives, des calcifications ou bien une lyse osseuse. Donc, l'échographie abdominale qui est l'examen de référence qui va nous parler de la nature de la masse, kystique ou solide, le siège intrapéritonéal, rétropéritonéal ou abdominopelvienne, l'extension avec la recherche d'adénopathie, de métastase, la présence ou non de calcification, le rapport avec les organes de voisinage et donner les mensurations de la masse. Donc, sur ce schéma, donc, lorsque l'échographie nous montre une tumeur anéchogène, donc ça nous oriente plus vers une tumeur liquidienne, donc une tumeur bénigne, soit multikystique ou unikystique. Donc, lorsque la masse est échogène ou hétérogène, ça oriente plus vers une tumeur solide, donc on sera plus amené à évoquer une tumeur maligne, à savoir soit un neuroblastome, un néphroblastome, un lymphome ou bien un hépatoblastome. Donc, comme examen complémentaire, il y a également le scanner abdominal et ou l'IRM qui vont permettre une étude plus précise des rapports tumoraux avec les organes de voisinage et détectent les adénopathies profondes et extensions intrarachidiennes. Donc, il y a également l'uroscanner qui permet de différencier une tumeur intra- ou extra-rénale. Et il y a d'autres examens isotopiques, à savoir la scintigraphie.